Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le directeur général du BMPAD, Ignace Saint-Fleur, affirme que l'État a repris le contrôle des commandes de carburant car de mauvaises pratiques étaient constatées sur le marché. Il en a profité pour dénoncer une rareté artificielle de carburant provoquée par certains acteurs. Les maisons de transfert sont désormais tenues de verser les transferts aux bénéficiaires dans la forme, la monnaie et le taux indiqué par la Banque de la République d'Haïti. Un décret en ce sens a été pris par le gouvernement le 16 juin dernier en Conseil des ministres. Une rencontre entre les organisations syndicales de la magistrature et les ministres de la Justice et des Finances était prévue ce mercredi, selon le juge Wando Saint-Villiers de l'Association professionnelle des magistrats. Cette réunion devait porter sur la grève des magistrats. Malgré l'annonce faite mardi par le gouvernement de l'arrivée d'un tanker, la situation ne s'est toujours pas normalisée dans les pompes à essence de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Interrogés par Métropole, les citoyens n'ont pas caché leur colère et leur déception face à cette pénurie de carburant. Ils demandent aux membres du gouvernement d'assumer leurs responsabilités pour éviter la répétition de cette rareté. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Ce mercredi, presque toutes les pompes à essence de la capitale étaient fermées. Sillonnant les rues de la capitale jusqu'en milieu d'après-midi, une équipe de Métropole a constaté l'impact de la pénurie de produits pétroliers sur la vie des Port-au-Prinsiens et a notamment pu observer les nouvelles pratiques qui se sont développées pour s'en procurer à tout prix. Ce septuagénaire qui est dans son véhicule témoigne. C'est pour monter gaz là, dans mes yeux, qu'on a fait tout le monde accepter pour le janvier parce que machine n'a pas campé. Donc plus que gaz là, mais il pas de livrer gaz là, c'est parce que gaz là c'est dans mes particulier lié. C'est pas l'État qui a géré à faire gaz là. Qu'on a fait ça pour être capable de tuer la planète. Si hier, il était encore possible d'obtenir quelques gallons en se bagarrant dans les stations, ce mercredi, même si l'on se lève de bonne heure, on risque de faire chaud blanc. Ceux qui peuvent y mettre le prix s'emparent du précieux liquide au nez et à la barbe de simples automobilistes, des chauffeurs de véhicules de transport en commun ou des simples motocyclistes. Les gallons jaunes remplis d'essence se vendent au double, voire au triple de leur prix normal. Pourtant, le contenu provient toujours d'une pompe proche qui semble ouvrir et fermer à des moments bien particuliers, déplore cet acheteur. Pas de gaz même dans le pays, non. N'a mal passé, pas de gaz. Nèg yo vend gallon gaz à 500 gouttes. Ge koto a payer 600 gouttes. Ba yo pas bon pour nous même. Il pas bon. Ge koto vend 600 gouttes, 700 gouttes. Nous pas fonctionner du tout. Et pas ba pour la mais pour plaque bali quand même. C'est pas pour plaque bali côté acheter. Ba yo pas bon nan nous même. L'en acheter gallon gaz à 500 gouttes. Combien quand vous pensez nous ka faire? Mon cher gaz en pompe là, il dit là toi nèg a faire bail. Les files d'attente devant les quelques pompes à essence ouvertes sont longues. La bousculade pour s'accaparer du peu de carburant disponible est permanente. Ce chauffeur de mototaxi qui attend l'ouverture de cette pompe depuis quelques heures ne cache pas sa colère et demande aux autorités d'assumer leurs responsabilités, sinon de tirer leur révérence. Nous presque plus de 4 jours là depuis nous crise gaz là. N'a monté, n'a descendu, nous pas faire gaz à faire nous faire couvrir. Chaque nuit on commencer par un petit bail, les gars vont là, ils ferment. Et pourtant tout pompe yo gen gaz. Ça veut dire crise ça qui n'a pas dit dans le pays nous avons un problème dirigeant que nous gagnons dans le pays. Si nous n'avons pas qu'à gérer le pays, il faut faire gens là pays pour peuple là une façon pour libérer parce que nous-mêmes nous pas fonctionner comme ça comme peuple dans le pays. Depuis quelques jours, tout le pays est au courant du conflit qui oppose le gouvernement et les compagnies de distribution de carburant. Un navire transportant une cargaison de 200 000 barils de gasoline et de 40 000 barils de kérosène est bien arrivé mardi soir dans la rade de Port-au-Prince. Mais rien ne risque de changer dans les pompes à essence avant plusieurs jours selon les autorités. Entre-temps, le simple consommateur n'aura bientôt plus qu'à pousser sa voiture tombée en panne sèche
en attendant que les grands règlent leurs divergences. Le directeur général du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, BMPAD, explique que le pétrolier devrait patienter de 5 à 8 jours en rade de Port-au-Prince avant de pouvoir transférer les 250 000 barils de carburant qu'il transporte dans le terminal, ce qui occasionnera le paiement de pénalités. Il a fait remarquer que les espaces de stockage ne sont pas vides. Ignace Saint-Fleur dénonce une rareté artificielle de carburant provoquée par certains acteurs du marché. Suivez ses explications. Il a été joint au téléphone par Métropole. Finalement, bateau s'est arrivé. Steam s'est venu avec bateau, venu avec gaz là depuis jeudi dernier avec 150 000 barils de diesel. Et il est venu avec 290 000 barils de produits hier à 4h30, dont 250 000 barils de gasoline et 40 000 barils de kérosène. Je pense que les compagnies, ce sont des partenaires. Il ne pas appartenu à directeur général BMPAD là pour émettre de jugement de valeur sur compagnie. C'est des partenaires que nous avons condamné pour travailler avec eux. Sauf nous-mêmes, nous avons une meilleure compréhension dans la mesure où aujourd'hui, jusqu'à ce que agent maritime n'a pas écrit une bouteille d'une que compagnie n'a pas en mesure de recevoir commande que eux-mêmes ont été placés. Madame, j'aime croire que c'est un produit pétrolier, c'est un gasoline particulièrement dans le pays, jusqu'à ce que l'observateur nous travaille au niveau, que nous dépêchons au niveau de Vareux, c'est fait nos rapports pour dire hier, il y a une compagnie qui charge gasoline et à travers des citernes qui quittait là hier. Nous n'avons jamais cru que c'est gagné un produit sur le marché. Et je dis encore ça, jusqu'à ce que hier soir, nous recevions un mail de l'agence maritime qui confirme que la compagnie n'est pas en mesure de recevoir la quantité de produits qui viennent, que eux-mêmes ont été commandés et que nous n'avons jamais cru que ça gagne gaz dans le pays toujours. Et c'est ça qui fait que nous lançons un appel solennel par des partenaires, par tout le secteur dans le pays, par les peuples haïtiens, ils ont une chance. C'est ça que fait au niveau du BMPAD, nous ne pouvons pas parler de question de rareté et de pénurie. C'est parce que nous avons une évaluation sur le stock disponible du secteur depuis environ 15 jours. Et nous connaissons qui côté, dans cette période, éventuellement, c'est qu'à gagner pénurie. C'est ça que fait que nous ne pouvons jamais paniquer. Nous avons placé appel d'offres, nous avons placé commandant. Les vignes peut-être avec 24 heures de retard, mais 24 heures de retard, ça, pas capable d'occasionner ça, qui était menacé, tout est fait. Face aux dérives constatées ces derniers temps dans le fonctionnement des maisons de transfert dans le pays, le gouvernement a décidé de les rappeler à l'ordre en modifiant le décret du 6 juillet 1989 portant sur les maisons de transfert. Celles-ci sont désormais tenues de verser les transferts aux bénéficiaires dans la forme, la monnaie et les taux indiqués par la Banque de la République d'Haïti. Un décret en ce sens a été pris par le gouvernement le 16 juin dernier en Conseil des ministres. Désormais, le bénéficiaire d'un transfert d'argent peut porter plainte s'il estime avoir été victime des services d'une maison de transfert. Le gouverneur de la BRH, qui a confirmé cette nouvelle disposition, encourage les clients à emprunter cette voie. Consommateurs qui sentent que lésé le que circulaire ça a sorti pour que yo connaît que yo doit porter plainte et nous parlons certainement travail avec le ministère de la Justice pour que l'y assurer que leur plainte comme ça qui vini libère la célérité que le méritait. Un nouveau décret modifiant celui de 1989 confère le pouvoir à la Banque centrale de mettre fin à une série de dérives constatées dans les maisons de transfert. Des articles désuets ont été rapportés, d'autres ajoutés pour garantir la protection des clients. Ils concernent notamment la manière dont ces derniers doivent recevoir leur transfert, explique Jean-Madeleine Dubois. Nous faisons des enquêtes sur comment les maisons de transfert ont opéré et nous rendons compte que le taux de change, les taux de référence à 102 gouttes, 101 gouttes, les maisons de transfert sont obligées, petits bénéficiaires, à prendre parfois à 95 gouttes, 96 gouttes. Il y a des gens qui reçoivent un transfert qui ont une obligation en dollars, donc il faut le recevoir en dollars. Mais il y a des gens, c'est peut-être gouttes là que vous voulez utiliser directement, là pour recevoir en gouttes. Et si là pour recevoir en gouttes, il faut le recevoir avec un taux
qui attrayant un taux qui est certainement plus haut que le taux que a payé là. Alors, pourquoi la BRH aurait-elle besoin de fixer un taux de change si les transferts sont effectués dans une devise étrangère, pourrait-on se demander. S'il est vrai que certaines maisons de transfert ont développé la fâcheuse habitude de convertir en monnaie locale l'argent de leurs clients sans son autorisation, depuis quelque temps, elles font réellement face à un problème de devise, disons mieux de cash. Le gouverneur de la Banque centrale explique les raisons de cette rareté. Le monde là-bas, aller le fonds transfert, l'aller dans maison de transfert, lui dit que le besoin voyait tant de transfert pour un parent, un ami en Haïti. Mais son corps qui est déposé sous compte là, maison de transfert là-bas, a crédité compte maison de transfert ici, et il a dit maison de transfert ici, il y a tant que je recevoir, que mettez sous compte, payez-le pour moi. Le problème que ça a posé, c'est que par un cash qui traversait, il vient en Haïti pour le capable de payer. Ça veut dire que son écriture qui passait, et maison de transfert en Haïti a obligé de payer en cash. Haïti, Banque centrale, pas fait dollar américain. Si le décret ne dit pas clairement comment les transferts seront remis aux clients, il revient à la BRH, selon l'article 2 du document, de fixer les normes au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Et ce travail se fera à travers des circulaires, promet Jean-Baden Dubois. Les maisons de transfert sont tenues de verser les transferts aux bénéficiaires dans la forme, la monnaie et le taux indiqué par la Banque de la République d'Haïti, laquelle détermine entre autres les droits et responsabilités de chacune des parties prenantes dans une opération de transfert, les modalités de transfert et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les circonstances changent, au lieu que les bloquer non décret en fait, tant que été bloqué la dernière fois, et que les circonstances changent, donc à ce moment-là, au cas d'un circulaire d'application justement qui vient changer, qui vient dire qui j'en pour la fête. Il n'y a pas de source de conflit dans la mesure que tout le monde apprenait que Jean que le fait là, mais qui Jean pour le fait, parce que il y a tel circulaire qui dit mais qui Jean que le fait. Des maisons de transfert transformées en bureaux de change, des agissements douteux dans la livraison des transferts, les dérives étaient évidentes dans ce secteur. Aujourd'hui, la BRH tape du poing et les attentes sont grandes, notamment à cause de l'impact de ces pratiques sur la dépréciation de la gourde. Les citoyens de la capitale saluent l'arrivée de cette mesure. Certains estiment que l'État haïtien a attendu trop longtemps pour se prononcer sur la question. D'un autre côté, il y a ceux qui émettent déjà des réserves en ce qui concerne son application. Il est inconcevable que les maisons de transfert refusent de livrer en devises étrangères, affirment certains interrogés sous le couvert de l'anonymat. Rudolf Pierre-Louis est allé à la rencontre de plusieurs d'entre eux. Suivez son reportage. Depuis plusieurs semaines, les clients de certains bureaux de transfert sont forcés de recevoir leur argent en monnaie nationale. C'est à prendre ou à laisser. Des conflits s'ensuivent parfois entre eux et les agents payeurs. Une situation qui finalement amène les autorités à se prononcer sur la question par décret. Les transferts doivent être versés aux bénéficiaires dans la forme, la monnaie et le taux indiqué par la BRH, précise ce document publié le mardi 16 juin. Une mesure que saluent des citoyens de la capitale interrogés à ce sujet. Plusieurs fois, maintenant, il y a un bureau, ma cherché un cob. On dit, bon, moi, en dollar, parce que bon, moi, en good. Des fois, on ne pas fait bien parce que c'est en dollar, besoin. Et des fois, il y a des gens qui ouvrent comme pour eux, c'est un dollar besoin pour faire chez la veille, mais il y a des gens qui ne peuvent pas tout, même si ils mieux encore sur un dollar. Selon des professionnels qui ont voulu rester anonymes, certaines maisons délivrent tous les transferts en gourde. D'autres, par contre, accordent 1 tiers en gourde et 2 tiers dans la devise indiquée par l'expéditeur. Les clients les plus sages n'ont aucun problème à recevoir une partie du transfert en gourde, mais pas question d'accepter la totalité. Ce quadragénaire estime que l'État haïtien a pris trop de temps à réagir. Effectivement, c'est comme ça, là, le bureau de transfert, ou toujours joindre d'eau que pas de dollar. Le monde soit prendre en good. Et des fois, comme là, on gagne à l'étranger, c'est pour régler un bagage. Et la majorité des bagages qu'on va acheter, pour régler le pays, c'est presque en US, ça fonctionne. C'est en US, c'est-à-dire là, prendre good là, il est complètement dérangeant. Je pense que l'État est un très bon bagage. Parce que des fois, il y a des comme là pour un Américain pour acheter un bagage et on n'a pas besoin de good, on force de prendre un good et puis il n'est pas bon pour lui-même. Et je pense que ça il fait aller encore plus bon.
Ce type de dérive est constaté dans toutes les maisons de transfert du pays, affirme ce groupe de citoyens. Il est inconcevable qu'elles refusent de payer les transferts en devises étrangères. Peu importe la situation, les institutions sont appelées à se plier à la loi, ajoute-t-il. Dans le domaine de spéculation, on utilise un terme comme ça. Dès que famille lui-même qui est à l'étranger, elle fait transfert là, et puis les gens eux-mêmes ils tout $15 là. Ils pas quitté le rivet dans la maison de transfert. Ça vient créer un problème entre les gens qui recevoir transfert là avec maison de transfert là. Ça qui arrive, bon, nous connaissons pays, nous comment il fonctionne. On prend le principe pas jamais établi vraiment, c'est-à-dire pas respecter le principe. Cette rareté, à coup sûr, fera gagner à l'agent quelques gourdes de plus en les revendant aux banques commerciales ou aux importateurs. La pénurie de dollars sur le marché ne peut en aucun cas être à l'origine de ce comportement, explique-t-il. Toutefois, ils émettent des réserves sur l'application des mesures gouvernementales. Ça ka nous un bureau qui respecte le comme ça ka joindre qui pas respecter. Pas ces mesures là bon, mais problème qui va gagner, est-ce que la rentrer en application parce que très souvent en Haïti autorité qui en place qui gagne droit pour ça, yo prend disposition mais mettez-le en application, faites-le respecter, c'est toujours ça qui vraiment casse-tête chinois. Là. Désormais, les maisons de transfert sont dans le collimateur de la BRH, suivant un décret présidentiel publié le mardi 16 juin, modifiant celui du 6 juillet 1989. Des dispositions sont prises en vue de faciliter le dollar aux clients. Toutefois, des sanctions sont également prévues à l'intention de tous ceux qui tenteraient d'en passer outre, indique ce même décret qui donne plein pouvoir à la BRH. Elissi Diolassin et Rudolph Pierre-Louis pour TD Métropole. L'ex-premier ministre haïtien Evans Paul appelle les acteurs politiques au dialogue en vue d'éviter une crise sur le dossier de la fin de mandat du chef de l'État. Il incite le président Jovenel Moïse et les leaders de l'opposition à rechercher dans le dialogue un consensus politique. Monsieur Paul se garde de fournir des indices sur le format de l'accord, souhaitant toutefois une solution gagnant-gagnant. Pour cela, il encourage les acteurs politiques à être prêts à faire des concessions. Suivez ses explications, il intervenait par visioconférence sur Métropole. L'aime dans des discussions, moi je pense que tout le monde qui a fait discussion, c'est des patriotes, c'est des Haïtiens, ils ont le droit de gagner un point de vue. Mais il faut éviter pour que le point de vue conflictuel, ce n'est pas eux-mêmes qui prédominant. Et puis finalement, ils vont mener nous à un mur. À un mur qui est sans issue. Parce que c'est La Fontaine qui te dit ça. En toute chose, il faut considérer la fin. Moi-même, j'attendais 2021, j'attendais 2022, j'attendais l'agricultation. Même mon petit Jean pourquoi côté la mener nous. Et c'est ça qui fait mon inquiétude, c'est ça qui fait mon oui, mais il y a des vœux qui expriment, au cas par contre, côté la mener, mais vœux qui expriment aussi, que ça, c'est départ du président Jovenel Moïse. Non, mais le président Jovenel Moïse peut aller quand même. C'est ça l'avantage, ça, nous gagnons, nous, dans la démocratie, il va la vie, la gagne pour aller quand même. Alors, moi, je pense que c'est ça qui est important, c'est pas l'avenir du président Jovenel Moïse. Est-ce qu'il peut aller en 2021 ou 2022? Ça que nous connaissons, un jour, pour aller quand même. Et nous, nos systèmes démocratiques, nous tracer voie qui j'ai pour l'aller. Ça, nous douter, c'est que l'aller, et puis nous n'en l'obéir. Et l'obéir là, pas bon pour le pays. Et bien, moi-même, réflexion par moi, sur cette crasse connaissance moi dans le pays, moi, des deux côtés, le mal est mal fini. Parce que qui ça nous dit? Nous disons nos systèmes démocratiques. Ça caractérise ce système démocratique-là, c'est l'alternance du pouvoir. Alternance démocratique-là, élu, remplacé, élu. Jean Bagaille a dessiné là que le président Jovenel Moïse allait le 7 février 2021 n'a bon vide, que là, le 7 février 2022, pas bon vide tout, puisque
nous parlons des fait pour l'élection faite, nous entendons un pile monde qui est dans l'opposition, qui a doué dans l'élection, dit pas dans l'élection avec lui, eh bien, on va tomber encore dans l'autre transition. Moi, tant de des projets pour nous faire une transition 3 ans. Admettons, ma font réflexion par l'absurde. La base discussion, je dis, sont questions d'harmonisation du temps constitutionnel au temps électoral. Si nous étions dans la logique harmonisation temps constitutionnel, temps électoral là, ou font transition 3 ans, le prochain président élu va faire 2 ans. Et il est valable dans les 2 cas. Parce que Jean-Marc a dessiné là, c'est comme si une transition inévitable que le président Jovenel a allé 2021 que l'année 2022, nous n'avons aucune disposition nous prend pour nous remplacer lui selon sa constitution, selon sa constitution dit. Alors moi-même là, je regarde les questions, moi je dis que on nous éviter d'hypothéquer l'avenir. On nous éviter de créer une situation, nous retirer le problème dans la je dis, on a poussé le pied devant. Les juges de paix, les magistrats ne sont pas contents et le font savoir en se mettant en grève. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons le juge Wando Saint-Villiers, doyen du tribunal de première instance de Jacmel. Bonsoir, monsieur le juge, et merci d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de Métro News. Bonsoir, monsieur Eclin, bonsoir à tous les téléspectateurs de la radio Télémétropole. Voilà, juge Saint-Villiers, et si on commençait par décrire la situation actuelle et puis finalement essayer de connaître les raisons du mécontentement des juges, qui ça que fait pas content? Bon, en fait, c'est la situation même du système judiciaire, parce que nous avons un système judiciaire qui est dans une situation piteuse, et non seulement du point de vue d'infrastructure, mais tout aussi bien, et qui confondent des problèmes structurels aigus. Donc la justice, et particulièrement les tribunaux de paix, sont pratiquement logés dans des taudis. Des taudis? Des taudis. Des taudis. Le plus souvent, ce sont des chambres de maison qui sont louées par l'État haïtien et qui ne sont pas pratiquement payées depuis plusieurs années. Et au niveau des tribunaux de première instance, il n'y a que quelques-uns de ces tribunaux qui sont logés dans des palais de justice. Donc ce sont des maisons d'habitation qui sont louées par le CSPJ pour loger ces tribunaux. Et les cours d'appel sont logés dans des bâtiments qui sont tout à fait inappropriés pour loger de telles cours. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il n'y a que la Cour de cassation qui a un bâtiment qui correspond effectivement à l'architecture même d'un palais de justice ou qui est très beau d'ailleurs. Oui. Oui, bon, donc ça c'est pour le côté matériel, le côté immobilier de l'affaire. Il y a aussi, si j'ai bien compris, des revendications en ce qui concerne la vie matérielle, les salaires. Vous exigez de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire. Alors, nous exigeons de meilleures conditions de travail, autre que l'environnement de travail, mais il y a aussi de graves problèmes en termes de matériel et technique et de travail. Il n'y a pas que les matériels techniques de travail qui font défaut, mais il y a aussi donc absence ou pénurie de laboratoires scientifiques qui pourraient donc nous aider dans certains cas, qui demandent à ce qu'il y ait des preuves scientifiques. Et c'est une justice qui est dépourvue de ces supports. Et pour ce qui concerne les traitements des juges, aujourd'hui avec l'inflation qui connaît une montée, je dirais, exponentielle, donc comme tout professionnel, nous sommes de plus en plus appauvris et l'État doit faire en sorte à ce qu'il y ait un ajustement salarial, mais étant donné que pour les juges, il y a une contrainte légale parce que pour modifier le salaire des juges, il faudrait donc modifier la loi portant statut de la magistrature qui fait une indexation suivant les salaires des parlementaires. Mais aujourd'hui, ce que l'on peut faire, c'est de voir comment octroyer certains avantages sociaux aux magistrats. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons d'autres revendications. Par exemple, le transfert de compétences du personnel judiciaire au CSPJ. C'est une administration
La justice est co-administrée. C'est une administration qui se fait en partie par le CSPJ, de l'autre côté par le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice s'occupe non seulement des magistrats du parquet, généralement appelés magistrats debout, les commissaires, sous-titrés commissaires du gouvernement, mais ils ont aussi sur leur responsabilité les greffiers, les huissiers audienciers, les secrétaires, les messagers et tout le personnel administratif du pouvoir judiciaire est administré par le ministère de la Justice, qui est une entité de l'exécutif. Alors que si on est dans une perspective de pouvoir judiciaire et de séparation des trois pouvoirs, le CSPJ devrait être l'organe d'administration et de discipline, non seulement des juges, mais tout aussi bien des magistrats du parquet, ainsi que du personnel administratif et judiciaire. Mais tel que la justice est organisée aujourd'hui, le CSPJ n'a sous sa responsabilité que les juges. Mais la loi n'empêche pas à ce que le personnel administratif et judiciaire soit placé sous la responsabilité du CSPJ. Et à cet égard, il y a eu un accord entre le ministère de la Justice et le CSPJ en 2012, après l'installation du CSPJ en juillet 2012. Et après, c'était en 2017, soit le 20 octobre 2017, il y a eu un protocole d'accord entre le CSPJ et l'exécutif. J'ai bien dit l'exécutif parce qu'à l'époque, l'ancien ministre de la Justice, Maître Eddy Fortuné, a été dûment mandaté par le Premier ministre d'alors, à savoir M. Jacques Guy-Lafontan, pour entreprendre des discussions avec le CSPJ à l'issue d'un mouvement revendicatif mené sous l'égide de l'association professionnelle des magistrats que je préside. Donc, à l'issue de cette discussion, il y a eu un protocole d'accord. Et dans le cadre de ce protocole d'accord, il était convenu à ce que l'exécutif fasse le transfert de compétences du personnel judiciaire au CSPJ. De 2017 à nos jours, jusqu'à... En fait, je dirais, cette clause du protocole d'accord n'a pas été respectée. Il y a aussi donc, le transfert du budget d'investissement. Alors, en fait, la justice, dans son organisation, comme je viens de l'expliquer, puisqu'on a une sorte de hiérarchie, une partie gérée par le ministère de la Justice et l'autre partie par le CSPJ. Je donc, fais une petite parenthèse, CSPJ, afin que tout le monde soit chaud, c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. D'accord. En fait, le budget d'investissement pour les juges, c'est sous la responsabilité, sous le contrôle du CSPJ. Mais pour tout ce qui concerne l'investissement dans les infrastructures judiciaires, des investissements pour la modernisation du système, ça relève du ministère de la Justice. En effet, ce qui arrive, c'est que de 2012 à aujourd'hui, on ne sait pas ce que fait le ministère de la Justice avec ce budget. Donc c'est un budget qui n'a pas été utilisé pour réparer les tribunaux et pour réparer les cours. Et aucun investissement n'a été fait en termes de modernisation dans le système. Donc, en ce sens, les juges, et aujourd'hui pas seulement les juges des paix, mais tous les juges à tous les niveaux, demandent à ce que ce budget soit transféré au CSPJ. Oui, parce que 2012 à aujourd'hui, ça fait quand même 8 ans. Oui, ça fait 8 ans. 8 ans pendant lesquels rien, absolument rien ne s'est passé, malgré les décisions qui avaient été prises en 2012. Oui, en fait, rien. Mais il n'y a pas que ces engagements. Il y avait d'autres engagements à travers le protocole d'accord. Et, par exemple, l'exécutif s'était engagé à travailler avec célérité sur le dossier du renouvellement du mandat des juges. Et juste, en fait, de 2017 à aujourd'hui, après la signature du protocole d'accord, il n'y a que 2 groupes de magistrats dont leurs mandats ont été renouvelés. Donc, pour tous les dossiers qui ont été acheminés par le CSPJ à l'exécutif, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, nous avons une 60aine de juges, donc des juges d'instruction, qui attendent depuis 4 ans, et depuis 5 ans pour certains, le renouvellement de leur mandat, malgré l'avis favorable du CSPJ. Ah, problème. Bon, si j'ai bien compris,
juge Saint-Villiers, vous êtes à Port-au-Prince, parce que c'est mon Jacques Manlouillet, hein, vous êtes à Port-au-Prince aujourd'hui parce que vous étiez censé avoir une réunion précisément avec le ministre de la Justice et le ministre de l'Économie, si j'ai bien compris, pour discuter de ces questions que vous venez d'évoquer. Et je crois que la réunion n'a pas eu lieu. Oui, alors c'est juste une petite parenthèse. Je travaille à Jacques Mel comme doyen du tribunal de première instance. Mais je suis des NIP. Ah bon, ok, bon, d'accord. Alors, effectivement, vu que depuis le 1er juin, il y a une grève qui a été annoncée par les juges de paix. En effet, oui. Et puis, donc, le 11 juin, donc tous les magistrats, les autres associations avaient décidé de décréter une grève générale dans la magistrature haïtienne. Exact. Donc aujourd'hui, le système est totalement bloqué. Des tribunaux de paix jusqu'à la Cour de cassation. Donc on ne travaille pas. Et par rapport à cette situation, donc on avait reçu dans un premier temps une invitation du ministère de la Justice, c'était le vendredi 12 juin. Donc les associations de magistrats, après concertation, avaient écrit au ministre de la Justice pour, alors bien entendu, au directeur des affaires judiciaires du ministère de la Justice, qui nous avait adressé une correspondance au nom du ministère. Donc notre réponse était, nous n'avons aucun problème à ce qu'il y ait des discussions entre nous et le ministère, mais on avait exigé la présence du ministère de l'Économie et des Finances, parce que nous estimons que certaines de nos revendications auront donc des implications sur ce ministère, et de l'autre côté, la présence du CSPJ, parce que de toute façon, discuter du transfert de compétences, il faut la présence du CSPJ, parce que c'est le CSPJ qui a donc le levier du point de vue administratif. Très bien. Aussi discuter du traitement des magistrats, ça concerne nécessairement le CSPJ. Donc les associations de magistrats ne peuvent pas s'engager à ce niveau. Donc, bon, c'était des suggestions qui ont été faites au ministère de la Justice. Lundi 16 juin, soit hier, donc nous avons reçu une autre invitation du ministère de la Justice. Dans la correspondance, on avait précisé que nos suggestions ont été prises en compte. En d'autres termes, donc, au cours de la rencontre, on va avoir le ministère de la Justice, le ministère de l'Économie et des Finances, et ainsi que le CSPJ. Donc aujourd'hui, et c'était pour aujourd'hui, donc la rencontre est à 10h. Donc bon, on avait au bord de la table le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Justice, le directeur général du ministère de la Justice, le directeur des affaires judiciaires de ce ministère, ainsi que des cadres du ministère de l'Économie et des Finances. Mais on n'avait pas donc on n'avait pas remarqué la présence du CSPJ. Donc on était 4 présidents d'associations de magistrats, le représentant de l'ANAMA, et magistrat Jean-William Morin, le représentant de l'association des juges de paix haïtiens, et magistrat d'Alexis Michel, et puis le représentant également du réseau national des magistrats haïtiens, Renama, notre collègue Ikenson Dumé, et puis moi-même qui représentais l'association professionnelle des magistrats. Donc étant donné que nous ne pouvons pas engager le pouvoir judiciaire parce que nous ne sommes pas légalement et constitutionnellement mandatés pour le faire, nous sommes des groupes de pression au niveau de la magistrature, donc nous avons fait remarquer l'absence du CSPJ au bord autour de la table. Et à ce moment, donc, bon, à leur niveau, ils se sont rendus compte effectivement que nous ne sommes pas les organes donc, légitimes pour engager le pouvoir judiciaire. Et en conséquence, de leur côté, ils ont pris l'engagement d'entrer en contact avec le CSPJ pour que incessamment les discussions puissent commencer. Mais il n'y a pas encore de nouvelles dates qui a été arrêtée. Non, pas encore. Parce qu'il semble que le CSPJ n'a pas été touché formellement de cette rencontre. Ok, donc ça c'est la raison officielle avancée.
Ben oui, parce que... Le CSPJ n'a pas été officiellement touché, oui, de la rencontre. Ok, ben écoutez, juge Wando Saint-Villiers, vous venez de rappeler, depuis le début de ce mois, la justice est à l'arrêt complet. Aucun tribunal ne fonctionne, depuis le tribunal de paix jusqu'à la Cour de cassation. Si je comprends bien, ce n'est pas le moment d'avoir affaire à la police. Bon, je pourrais dire oui, parce qu'aujourd'hui, si les organes du parquet, à certains égards, fonctionnent, mais pour les tribunaux, non. Parce que ce qui arrive, c'est que tout dépend de l'infraction commise. Donc, on sera certes entendu par les policiers, puis le dossier sera déféré au parquet. Mais une fois arrivé au parquet, s'il s'agit d'un crime, donc il va falloir que l'on transfère le dossier au cabinet d'instruction. Donc, aucun juge d'instruction ne va entendre personne aujourd'hui. Donc, s'il s'agit d'un délit, il faudra donc citer la personne par devant le tribunal correctionnel et le tribunal ne siège pas maintenant. Oui, mais bon, cela dit, il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au crime pour être gardé en garde à vue. Et pour sortir de la garde à vue, il n'y a qu'un juge à pouvoir prendre cette décision. Ben oui, mais bon, on est une société composée d'hommes et de femmes, on n'est pas des saints. De toute façon... Une simple contravention. Pour une simple contravention et surtout que vous envoyez en garde à vue. Au moins pour une nuit. Je ne dirais pas nécessairement une simple contravention, mais tout dépend de la contravention. Mais de toute façon, ce qui est évident, on va avoir des cas où des gens vont jusqu'à violer la loi et se trouveront dans une situation difficile parce que les tribunaux ne fonctionnent pas. Très bien, mais écoutez, merci de toutes ces précisions. Je souhaite que nous ayons l'occasion de vous revoir bientôt, une fois que cette réunion aura lieu avec les instances que vous venez de citer, ministère de la Justice, ministère des Finances et CSPJ, et que vous aurez à ce moment-là de bonnes nouvelles à nous annoncer. Oui, on l'espère bien, parce que de notre côté, nous revendiquons tout un ensemble d'éléments et pouvant renforcer la justice haïtienne, et nous défendons également les intérêts moraux et matériels des magistrats. Mais avant tout, nous sommes des citoyens du pays, donc nous espérons que d'ici peu, les discussions vont donc s'engager et il y aura une issue à la crise. C'est ça. Eh bien, écoutez, merci infiniment, juge Wando Saint-Villiers, d'être venu jusqu'à nous ce soir. Merci d'avoir fait le déplacement et bonne fin de journée. D'accord, merci. À bientôt. Voilà, c'était le juge Wando Saint-Villiers, doyen du tribunal de première instance de Jacmel et président de l'association professionnelle des magistrats, qui nous parlait de la crise profonde, sévère, qui sévit aujourd'hui au sein du système judiciaire haïtien. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.